Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision. Et c'est Parole panafricaniste qui démarre. Et comme en notre habitude, nous allons continuer à nous interroger. Sécurité alimentaire, céréales ukrainiennes. Où vont les navires de blé? Sécurité alimentaire, céréales ukrainiennes. Où vont les navires de blé? En tout cas, nous aimons nous interroger. Un accord entre Kiev et Moscou avait été signé pour débloquer les exportations à destination de l'Afrique qui, nous dit-on, subit de plein fouet les conséquences de l'opération militaire spéciale de dénazification de l'Ukraine. Un navire affrété par les Nations Unies transportant 23 000 tonnes de blé ukrainien pour la Corne de l'Afrique en proie à une sécheresse historique, nous dit-on, était arrivé, ou alors devait arriver le mardi 30 août dernier au port de Djibouti. C'est ce qu'on nous a appris. Le brave commandeur avait quitté le port ukrainien de Pivdeni le 16 août après un accord signé en juillet d'ailleurs par Kiev et Moscou sous l'égide de la Turquie et de l'ONU permettant l'exportation des céréales ukrainiennes bloquées à cause de la guerre ou alors à cause de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Le premier navire du PAM transportant des céréales ukrainiennes depuis février vient d'arriver à Djibouti. Vous comprenez bien, c'est un communiqué. Maintenant, déchargeons ce blé et envoyons-le en Éthiopie. S'était félicité dans un tweet le directeur exécutif du programme alimentaire mondial, David Bisley. Eh bien, il nous dit que ces 23 000 tonnes de blé serviront à soutenir la réponse humanitaire du PAM en Éthiopie, où plus de 20 millions de personnes sont confrontées à la faim. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait savoir. A également affirmé la branche africaine du programme alimentaire mondial dans un autre tweet. À se demander donc pour qui travaille le PAM, le programme alimentaire mondial. En tout cas, cette question, vous connaissez la réponse. Eh bien, le programme alimentaire mondial travaille pour les Nations Unies. Et pourquoi parler toujours de famine sur le continent africain? Pourquoi parler toujours de blé sur le continent africain? En tout cas, selon ce programme alimentaire mondial, 22 millions de personnes sont menacées par la famine dans la Corne de l'Afrique, notamment en Somalie, en Éthiopie ou au Kenya, en raison d'une sécheresse historique, la pire depuis au moins 40 ans. Mesdames, Messieurs, il ne faut pas toujours croire au narratif, on va le dire ainsi, des Occidentaux. Car jusqu'à preuve de contraire, on ne sait pas où vont les navires de blé. Oui, parce que jusqu'à preuve de contraire, l'opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine nous a montré par A plus B, et à la face du monde d'ailleurs, que c'est l'Ukraine et la Russie qui nourrissaient l'Europe, qui nourrissaient l'Occident. Car jusqu'à preuve de contraire, eh bien, ils nous ont promis du blé. Et jusqu'à preuve de contraire, ce blé n'arrive pas sur le continent africain. Et jusqu'à preuve de contraire, eh bien, les Africains vivent toujours. Eux, les Occidentaux qui ont déclaré que l'Afrique mourrait de faim à cause du manque de blé. 4 saisons de pluies défaillantes depuis fin 2010, nous dit-on, ont tué des millions de bêtes, de têtes de bétail et surtout détruit des récoltes. Et l'Organisation météorologique mondiale de l'ONU a mis en garde de semaine après semaine contre des précipitations encore insuffisantes lors de la prochaine saison de pluie entre octobre et surtout décembre. Qu'est-ce qui se cache derrière ce narratif? Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Sécurité alimentaire, céréales ukrainiennes, où vont les navires de blé? Oui, où vont les navires de blé? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Eddie Mongori qui est avec nous ce matin. Docteur Eddie Mongori, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour au monde. Je suis très heureux d'être à nouveau avec vous ce matin. Voilà, je suis ouvert à vos questions. Très heureux de vous avoir, docteur Eddie Mongori. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas partagé le plateau ensemble, mais bon, c'est bientôt, c'est déjà fait, c'est déjà ça. Et jusqu'à preuve de contraire, docteur Eddie Mongori, l'opération militaire spéciale de dénazification de l'Ukraine nous a montré que l'Europe dépendait à 100% de la Russie. Et que même le blé, qu'on nous faisait croire que ça venait de l'Occident, venait toujours de l'Ukraine et surtout de la Russie. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mensonges? Ben écoutez, nous avons une situation. Oui. Une situation très difficile qu'on n'évoque pas, malheureusement. À savoir que au tournant de l'année 2025, 2027, on le sait, l'essentiel des pays qui produisent des céréales
connaîtront des difficultés. Pas seulement l'Europe, oui, pas seulement l'Occident, mais l'Orient également, l'Inde, la Chine et tout le reste. Pourquoi? Parce que naturellement, il y a une surutilisation des sols et les réserves en eau sont épuisées dans toutes ces zones. Et si vous êtes un peu attentif, vous aurez peut-être eu à constater que beaucoup de pays asiatiques essentiellement acquièrent des terrains à milliers d'hectares pour essentiellement y produire du blé, oui, du maïs, des céréales, d'une manière générale. Parce qu'en effet, comme je le disais tantôt, les sols sont appauvris, les réserves en eau sont presque totalement asséchées dans tous ces pays. Et naturellement, on comprend pourquoi, entre autres, des programmes des Nations Unies et le reste encouragent aujourd'hui la production et la transformation agroalimentaire dans les pays du Sud. Ça, c'est une parenthèse. Mais dans le fond, je voulais surtout dire que je ne suis pas surpris du fait que les productions qui sont, ou plutôt les volumes de production qui sont exportés vers l'Afrique, entre guillemets, n'arrivent pas. Pour nous autres, on avait compris depuis qu'on allait mettre un esclave au travail. Et on l'a fait très bien. Macky Sall est parti. Il est parti sous la demande des Occidentaux qui ont crié les premiers que l'Afrique allait mourir. Et de la faim. Oui. Et qu'il fallait quand même que M. Poutine fasse quelque chose. Et on a reçu l'envoyé spécial de l'Occident, oui, mais je dirais mieux de l'Europe, parce que les États-Unis se débrouillent encore avec leur blé de leur côté. Mais ce n'est pas le cas pour les pays européens. Donc, avec la situation que nous connaissons aujourd'hui, qui a créé des poussées inflationnistes de toutes formes. Ce n'est pas seulement dans le domaine du pétrole ou du gaz, non. C'est à tous les niveaux que les prix ont explosé dans ces pays du Nord. Ça veut dire quoi? Quand les prix explosent, naturellement, le produit devient très alléchant, oui, pour ceux qui importent et ceux qui redistribuent sur le marché. Bon, je ne suis pas dans le secret de tout ce qui se passe, mais je puis bien m'imaginer que des ensembliers des multinationales qui ont en charge peut-être d'acheter et de livrer vers le continent africain pourraient peut-être avoir trouvé mieux de le faire ailleurs, de déposer ces volumes de blé en Europe où les prix sont beaucoup plus alléchants, où la situation est nettement plus critique, oui, qu'en Afrique. Parce qu'en Afrique, bon, c'est en Afrique du Nord qu'on consomme beaucoup de blé. Chez nous également, on en consomme. Mais les Africains sont d'une manière générale flexibles. Ils peuvent tomber sur le riz, ils peuvent tomber, on le consomme le matin. Oui. Mais aujourd'hui, les gens consomment, s'ils ne consomment pas toujours, on consomme du bouillon, on consomme du riz, on consomme autre chose, le manioc, et il y a même des pains aujourd'hui à base de farine, de manioc, de tubercules, d'une manière générale. Exact. Donc pour nous, ce n'est pas un réel problème. Et personne n'a crié jusqu'aujourd'hui. Pourtant, le blé... qui crie. Non, l'Occident peut crier parce que ça fait mal. Ça fait normalement mal parce qu'en fait, eux, ils vivent essentiellement, toute la cuisine est à base de blé. Oui. Toute la cuisine est à base de blé. Donc, j'ai du mal à imaginer que des pays
pour qui l'Afrique n'existe pas puisse admettre que le surplus de production qui est acheminé vers l'Afrique trouve la bonne voie même pour arriver en Afrique. Enfin, ça ne me surprendrait pas que ces cargaisons soient restées quelque part en route. Je ne sais pas où. C'est vous, journalistes et détectives, qui pouvez peut-être un jour nous élucider, mais jusqu'à preuve de contraire, nous ici, nous ne voyons pas de bateaux, de navires spéciaux chargés de blé ou de cargaisons spéciales, même aller vers la corne de l'Afrique, comme on l'a dit, pour lutter contre la famine de ce côté. Donc, mais ça veut peut-être aussi dire que la famine semble peut-être annoncée de plus en plus en Europe. Je ne le souhaite pas parce qu'en fait c'est l'hiver. L'hiver, nous sommes à... C'est le cas. D'après les chiffres justement que nous avons et surtout du programme alimentaire mondial, jusque-là on cache justement les chiffres. On parle plutôt du continent africain où on nous dit que 20 millions de personnes sont confrontées à la faim à la corne de l'Afrique. Pourtant, nous le savons tous, c'est plutôt du côté de l'Europe que les uns et les autres souffrent énormément de faim aujourd'hui. Ça c'est vrai, c'est de ce côté, mais le président Macron d'ailleurs l'a annoncé. Il a demandé aux Français la fin de l'abondance. La fin de l'abondance et de l'insouciance. Ça dit tout. Donc, moi, je ne sais pas quel assemblier ramasse ces cargaisons, comment on les oriente, mais je pense que ça reste en Europe. Ça reste en Europe? Ça reste, pour l'essentiel, ça reste en Europe. Pourtant, on nous fait croire que ce n'est pas eux qui souffrent de famine, c'est l'Afrique qui souffre de famine. Oui, mais écoutez, quand on vous dit que c'est la fin de l'abondance et de l'insouciance, vous pouvez comprendre qu'on veut parler de la famine. Et les populations françaises de répondre, mais quelle abondance? Est-ce qu'on a déjà vécu une seule fois dans l'abondance, dans l'insouciance? Ça veut dire que les pires journées sont annoncées à partir de l'hiver. Parce que l'hiver, pour nous qui avons passé beaucoup de temps de ce côté-là, l'hiver est une saison, c'est des moments très difficiles. Parce qu'il faut suffisamment de gaz pour se chauffer. Il faut suffisamment de gaz pour chauffer pas seulement son bureau, mais sa maison. Et ce gaz qui est produit essentiellement à partir de la Russie va venir à manquer. C'est pas seulement le blé qui va manquer, le gaz va manquer et tout ce qui vient de la Russie risque de manquer. Donc vous voyez que le président avait en effet raison de parler, d'informer. Je pense que là il a fait ce qu'il faut faire. Gouverner, c'est aussi prévoir, c'est dire... Est-ce qu'il prévoit réellement quand il dit que c'est la fin de l'abondance? Et quand c'est la fin de l'abondance, qu'est-ce qu'on remplace justement cette fin par quoi? Ben aujourd'hui, je pense que c'est connu de tout le monde. La France est rentrée dans des logiques de perte, de déclin irréversible, c'est déjà connu. Elle a vécu au-dessus de ses moyens, c'est connu. Pendant des décennies, la France n'a jamais voulu accepter son vrai niveau de développement. Elle a toujours vécu par l'emprunt. Et aujourd'hui, quand on dit qu'il y a pauvreté, c'est parce que les indices qui éclairs sur l'endettement sont passés au rouge, mais je dis bien au rouge sang pour la France. L'endettement est au plus haut niveau et quand bien même la France s'endette et continue à s'endetter, on n'a pas l'impression, et c'est ça le plus important, qu'elle devient compétitive sur les marchés mondiaux. Sa compétitivité, la compétitivité de l'économie française n'a fait que reculer décennie après décennie, en dépit de tout ce qu'elle ramasse en Afrique, en dépit de tout ce qu'elle ramasse, d'un accès totalement ouvert au sous-sol africain et tout ce qu'elle collecte à travers le mécanisme du franc CFA, qui sert d'ailleurs à financer les politiques sociales. En fait, Macron voulait dire une seule chose, c'est que la politique sociale, son financement sera revu à la baisse.
Mais cette politique sociale, elle est essentiellement financée par ce qui sort de l'Afrique. Et pendant ce temps, nous avons des informations d'ailleurs du côté de l'Europe précisément. Il y a plusieurs d'ailleurs de nos confrères qui nous ont envoyé certaines informations depuis hier d'ailleurs. Ils nous disent, ici en Europe, les Européens peinent à trouver pour l'instant un terrain d'entente face à la problématique de l'énergie. En effet, chaque pays dépend énergiquement d'une ressource, tel pays, telle ressource qui prime et tel autre pays, un autre type de ressource qui prime également. Ainsi, il y a comme différentes sources d'énergie, le gaz, le pétrole, l'éolienne, le charbon, l'uranium, l'hydrogène. Actuellement, ils se refacturent l'énergie que chacun a justement consommée. Absolument. C'est un moment très difficile qui s'annonce, surtout avec l'hiver. L'hiver qui va commencer dans un mois, oui, et qui va durer quand même sur 3-4 mois. Ça va faire très mal, certainement. Je ne sais pas ce que fera la France. Je sais que les Allemands sont en train de vouloir revenir sur le nucléaire pour se chauffer et faire tout le reste. Naturellement, ça déclenche également... D'autres revient le charbon? Oui, la France peut revenir au charbon. D'ailleurs, la Hollande veut revenir au charbon. L'Italie aussi, en partie, dans sa partie nord, veut revenir au charbon. Je pense qu'il faut ce genre de solution, mais ça annonce une seule chose. Ça annonce ce que nous avons toujours dit et prédit. Oui. C'est que le déclin de l'Europe est totalement consommé. Il est irréversible, il est consommé. La posture de l'Occident dans l'économie mondiale est ancrée dans une trajectoire baissière. Je le rappelle toujours, depuis les années 90, l'Occident qui est représenté par ce qu'on appelle les pays de l'OCDE comptait quand même pour 64%, presque 65% oui, du PIB mondial en 90. Aujourd'hui, on va chercher ces mêmes pays de l'OCDE autour de 45, 44, 45%. Ça dit tout. Hein. Ça veut dire que il y a une décomposition des rapports de force au plan économique. Je ne parle pas encore de la géopolitique. Au plan économique déjà, le pouvoir est passé ailleurs. Il est passé totalement ailleurs. Et pour revenir d'ailleurs à l'époque, en 90, plus précisément, les États-Unis représentaient 22% de ces 65% qui revenaient à l'Occident. Et la Chine pesait 1,3%. On est en 90. Oui. La Chine a rattrapé les États-Unis en 2014-2015. Aujourd'hui, elle est passée à 17%. Les États-Unis sont à 15,5% du PIB mondial aujourd'hui, pris globalement. Oui. Voilà, donc vous voyez que, en fait, nous sommes dans une phase où l'Occident est en train de sortir du jeu, en tout cas sur le secteur économique. Les seuls leviers que l'Occident tient aujourd'hui sont des leviers purement politiques à travers les institutions comme la Banque mondiale et tout le reste qui parviennent quand même à travers des jeux extrêmement subtils à rattraper toujours, à générer la dette ici, à générer des problèmes de l'autre côté de manière à permettre encore aux Occidentaux de revenir sur le jeu. Mais je pense que M. Macron toujours, parce qu'il est en même temps un gros traître, il a déjà dévoilé que c'est parti. Dans un discours très couru, je ne l'ai pas ici, il a indiqué en 2021 que c'est parti, que la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie et les pays africains développent des politiques économiques beaucoup plus savantes, sont beaucoup plus avisées et en fait les chiffres confirment ce que nous avons toujours dévoilé, que le déclin de l'Occident est irréversible. Et là, il a avoué et il a demandé à ses pairs occidentaux de réfléchir à une façon qui pourrait les permettre tous ensemble de se rattraper dans cette
dynamique de perte où ils sont déjà partis. Mais je pense que à ce jour, on ne peut plus attendre grand-chose parce que... Que doivent faire aujourd'hui les pays africains? Oh, les pays africains peuvent faire des choses, mais personne n'a encore rien fait en dehors des deux que tu connais, le Mali et la RCA, qui essayent. Vous le savez, tous les pays du monde fonctionnent sur la base de la maîtrise ou la souveraineté de 4 grands blocs de pouvoir. Il y a un pouvoir qui est un pouvoir purement militaire, il y a un pouvoir qui est économique, il y a un pouvoir qui est intellectuel, il y a un pouvoir qui est industriel. Donc ça, c'est les 4 bases sur lesquelles sont fondées toutes les économies du monde qui se respectent. La base militaire qui est importante pour assurer la sécurité du territoire et des hommes et marquer une certaine discipline dans le pays. C'est extrêmement important, c'est peut-être le plus important. Il y a la base financière qui est fondée essentiellement sur le rôle de la monnaie. La monnaie étant l'outil qui vous permet en fait sur les marchés internationaux de profiter des évolutions des taux de change. C'est extrêmement important. De déterminer les taux d'intérêt pour accélérer ou décélérer la croissance selon les années et selon les situations. C'est la monnaie qui vous permet également de définir, de surfer sur le taux d'inflation. Quand vous regardez dans nos pays africains, surtout les pays francophones, on vous dirait année après année, décennie après décennie, que nous ciblons un taux d'inflation de 2%. Calqué sur le taux d'inflation de l'Europe. Le taux d'intérêt de nos banques également sont calqués sur les taux d'intérêt, pas de la France, mais de l'Europe. Parce que nous appartenons au même espace monétaire. Nous appartenons à la zone euro. Le CFA fait partie de la zone euro. C'est une petite excroissance de la zone euro. Et quand tu n'as pas la possibilité de définir ton taux d'inflation, tu ne peux pas définir ton taux de croissance parce que la politique monétaire est l'outil, ce n'est pas la politique budgétaire qui te permet d'accélérer ou de décélérer. C'est la politique monétaire qui te permet, qui te donne tous les leviers pour savoir quand tu vends ta monnaie, quand tu investis ta monnaie dans tel marché, parce que le taux de change est porteur, parce que nous n'avons pas la maîtrise de ces leviers. La troisième base, c'est la base scientifique, celle qui a provoqué naturellement le départ du colonel Kadhafi, qui voulait naturellement que l'Afrique ait une base scientifique. Ça veut dire des liaisons satellitaires, la gestion autonome des satellites qui vous permettent en fait de définir toutes vos logiques de recherche-développement, ce que vous voulez en fait dans l'avenir. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, notre système d'éducation reste contrôlé par la France, est valide chaque année. Si les livres changent ou pas, si la formation change ou pas. Exactement. Et la dernière base, il ne faut même pas la compter, c'est la base industrielle qui n'est existante que dans quelques pays anglophones, notamment en Afrique du Sud, où on a quand même une base, et au Nigeria un tout petit peu, en Égypte aussi, où on peut dire qu'il existe un semblant de base industrielle, parce que à ce niveau, il y a un certain contrôle des chaînes de valeur industrielles. C'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, on peut construire, ils peuvent faire eux-mêmes leurs armements, par exemple, dont ils ont toute la chaîne de valeur qui contrôle déjà à ce niveau. Nous sommes à la périphérie. Tout ce que nous faisons pour le moment
c'est vraiment des opérations de secours et dans des espaces périphériques pour rester en vie. Mais véritablement, ce que fait le Mali aujourd'hui, c'est ce que devrait faire tout le reste. C'est-à-dire avoir sa propre contrôle de sa défense, de sa politique de défense. Je sais qu'ils vont déjà vers la création d'une monnaie, c'est extrêmement important. Et ils pensent également à restructurer leur système de formation. Vous savez que dans nos pays, la formation généraliste, elle est diffusée à 70 voire 80%. Et tout ce qui est métier professionnalisant et opérationnel, c'est à peu près 20%. On devrait naturellement inverser les rôles pour s'assurer que les deux autres bases peuvent suivre la route. Et la base industrielle qui te permet de faire des insertions et des remontées en gamme dans les chaînes de valeur, et la base technologique qui donne justement les outils qui permettent aux employés de créer suffisamment de valeur. Merci à vous. Merci. Docteur Eddy Momongo, il a été des nôtres. Merci. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.